Et là, c'est une chanson d'amour, Charles Aznavour, mais le trop tard, il résonne aussi ailleurs. Un contrepoint un peu ironique, mais quelquefois sinistre. Un service sur deux a fonctionné de manière dégradée en juillet-août dernier, avec au moins une ligne médicale, c'est-à-dire un médecin de moins, selon l'enquête qui vient de paraître, dévoilée par le syndicat SAMU Urgences de France. 163 services ont fermé au moins ponctuellement entre le 1er juillet et le 31 août, là, cet été, faute de ressources humaines suffisantes. Et ce, dans 60 départements. 60. Zones rurales, urbaines, touristiques, fermeture un peu sur tout le territoire français. Alors, on en a déjà parlé, cette histoire des urgences, mais là, on voit très bien, chaque jour, tel ou tel hôpital, les gens arrivent, ils ne peuvent pas les recevoir. Ils font d'ailleurs le tri, vous savez, sur le parking, on en a parlé ici, à Radio, où ils étaient obligés, par exemple, les gens arrivaient au service d'urgence, il y avait le parking, ils allaient voir s'il était vraiment urgent ou pas urgent, et on les dispatchait après vers les généralistes. Alors, Christophe Prudhomme, vous êtes médecin urgentiste au SAMU 93, vous êtes porte-parole de l'Association des médecins urgentistes de France et conseiller régional apparenté à l'FI. Alors, cette situation, on a l'impression, on a parlé hors antenne, que c'est une espèce de machine infernale, on pourrait dire, et que rien ne lui résiste. C'est quand même très préoccupant. Oui, c'est très préoccupant, parce que malgré les alertes, rien n'est fait. Et alors, ce qui est encore plus difficile à supporter pour nous, sur le terrain, et pour les patients, c'est le déni du gouvernement. Parce que vous voyez, le nouveau ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, il y a encore quelques jours, parlait de 5 services qui avaient fermé. Là, c'est 163 sur 60 départements. Si on met sur les 100 départements français, en fait, c'est la moitié des services d'urgence qu'on formait et qui ferment en plus de manière non prévue, de manière impromptue. C'est la radio, le journal local qui annonce que pendant 2 jours, 3 jours, le service d'urgence va être fermé. Il va falloir faire 40, 50, 60 km. C'est pas que les services d'urgence, c'est aussi les maternités qui ferment. Où on annonce aux femmes qui vont accoucher que finalement la maternité où elle devait accoucher va être fermée pendant une semaine, donc il faut un faire mois. 40 km de plus, voilà. 50 Donc, km de plus. et tout ça, et ça entraîne des morts. Ça entraîne des morts. Votre introduction était tout à fait pertinente. Quand on parle de guerre, il y a des morts. Et l'an dernier, l'INSEE a annoncé qu'on avait une surmortalité inattendue de 58 000 personnes. Alors c'est multifactoriel. Oui, c'est pas seulement. C'est pas que seulement. Sûr, mais les urgences. La précédente enquête de SAMU Urgences de France, qui a été faite l'hiver dernier, en extrapolant, on estime qu'on a entre 1500 et 2000 personnes qu'on appelle des morts évitables aux urgences. Ouais. Voilà. Donc c'est pas rien. Là. Et voilà. Donc on est dans une situation de crise qui nécessite. Vous voyez, les urgences sont le miroir grossissant de tous les dysfonctionnements de notre système de santé. Pourquoi les urgences ne vont pas bien? Parce que la médecine de ville, et en particulier les généralistes, leur nombre n'arrête pas de diminuer. Ils travaillent beaucoup, mais ils n'arrivent pas à, effectivement, dans le mode d'organisation actuel. Si on avait un autre mode d'organisation, vous voyez, peut-être que ça fonctionnerait mieux. Bon. Et puis à l'hôpital, on n'arrête pas de nous dire, faut fermer des lits. Et donc, un des dysfonctionnements des urgences, c'est la surcharge des urgences. C'est surtout les patients qui restent sur des brancards. Ouais. Et pour lesquels nous n'avons pas de lit. Et ça entraîne une surmortalité. On a des études qui ont été faites en France et à l'étranger, qui montrent que quand un patient, pour les plus graves, quand ils attendent sur un brancard une place en soins intensifs, c'est une surmortalité de 30%. Nous avons eu des auditeurs qui ont appelé que leur mère ou leur grand-père, etc., sont morts comme ça. On les a laissés 24 heures sur un brancard au bout de 48 heures. Ben voilà. Et alors, vous voyez, ce qui est encore plus irritant, parce que c'est une question politique, c'est que l'hôpital, qui est le plus en crise, qui a un grand CHU dans une grande métropole, à Bordeaux, Ouais. qui vient-on de nommer comme chef de service Thomas Meignet, un collègue urgentiste, 37 ans, qui n'a pas travaillé depuis 5 ans, et qu'on recase comme chef de service d'urgence à Bordeaux parce qu'il a perdu son siège de député à Angoulême. Écoutez, c'est pas sérieux. Voilà, à l'endroit où on a besoin le plus de compétences, c'est la République des copains et des coquins. Donc on ne peut pas continuer à fonctionner comme ça. Et moi je vais vous dire, pourquoi nous sommes dans cette situation? Nous sommes dans cette situation parce qu'on considère que la santé est une marchandise, l'hôpital est une entreprise, on doit fonctionner. On a eu le scandale des EHPAD, on a eu le scandale des centres de santé, pseudo-centres de santé, dentaires, ophtalmo, on a les centres de soins non programmés, soi-disant pour soulager les urgences, avec le scandale du COSEM, on a le scandale des crèches, on va avoir bientôt le scandale des laboratoires de biologie médicale. Voilà, donc pourquoi? Parce que écoutez, c'est depuis Madame Bachelot. Et c'est Madame Bachelot. Et puis depuis, ça s'est aggravé. Pourquoi depuis Madame Bachelot? Parce que c'est la rupture. Avant, c'était beaucoup plus diffus. Mais depuis Madame Bachelot, et c'est elle-même qui l'a dit, l'hôpital est une entreprise
La santé est une marchandise, on ouvre au marché. On a vu ce que ça a donné d'ouvrir au marché. Écoutez, on peut être pour ou contre le marché, c'est un autre débat. Oui, mais quand on laisse des investisseurs investir dans un secteur comme celui-là, où il n'y a pas de concurrence, où il y a une solvabilité qui est offerte par la sécurité sociale, ben qu'est-ce que vous voulez? Ils pensent avant tout à prélever les meilleurs bénéfices pour leurs actionnaires. Mais enfin, attendez, Christophe Prudhomme, je comprends pas. Il y a quand même, en principe, un État en France, une centralisation, il y a exécutif, législatif, judiciaire. Moi, je suis pour le marché, à condition qu'il y ait des contre-pouvoirs et des sanctions. Et des contrôles. Eh bien, il n'y a pas de contre-pouvoir. Parce que, vous voyez, les EHPAD, dès la fin des années 90, nous alertions sur les dysfonctionnements des EHPAD privés. Voilà. On a laissé prospérer le groupe Orpea. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas dissous le groupe Orpea pour rebasculer les EHPAD vers le secteur privé, non lucratif, les associations, ou le secteur public. On a mis de l'argent public pour sauver Orpea et les actionnaires. Et là, les scandales s'accumulent. Il y a une conseillère de Macron qui vient d'entrer chez Orpea. Mais oui, vous voyez, donc il y a un problème aujourd'hui. Alors, à la fois, ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que la santé est une marchandise, et puis une absence de dialogue social. Parce que nous aimerions bien, en tant que syndicalistes, pouvoir se mettre autour de la table et discuter. Qu'est-ce qu'on a? Des annonces du gouvernement sans aucune concertation et qui sont des mensonges. Le milliard pour le travail de nuit à l'hôpital. Oui, bien sûr, il y aura quelques augmentations de salaire. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas financé dans la loi de finances de la sécurité sociale. Mais alors, et donc, les directeurs vont nous dire, si je dois payer plus certains personnels, eh bien, il faut que je diminue le nombre de personnels en poste parce que j'ai pas l'argent. Mais alors, Christophe Prudhomme, il y avait ceci, ça a eu des mesures pas phares d'émission de François Braun, quand il était ministre de la Santé, correspondait au doublement du paiement du montant de la garde. Mais après arbitrage de la Première ministre, seule une augmentation de 50% des indemnités a été accordée. Donc, c'était le doublement, maintenant, c'est 50%. Donc, aucune mesure nouvelle de modification. Mais pour revenir aux urgences, en fait, ce qu'il faudrait faire, parce qu'on voit très très bien, on voit un peu partout, on a vu ces chiffres, quand même 163 services, je rappelle, qui ferment entre le 1er juillet et le 31 août. Or, l'urgence, ça connaît pas le climat, ça connaît pas les vacances, l'urgence, c'est l'urgence. Qu'est-ce que, je veux dire, c'est quoi? C'est reprendre en main, on dit, voilà, pas d'effectifs, pas de... Qu'est-ce qu'il faut faire? Banco, monsieur Macron, pour un référendum, avec une question: est-ce que la santé doit relever exclusivement du secteur public dans le cadre de l'aménagement du territoire et qu'on en exclut les activités marchandes? Et à ce moment-là, effectivement, on prend en compte les critères de qualité médicale, c'est-à-dire que tout citoyen doit avoir un médecin traitant. Quand on est en affection de longue durée, qu'on a des maladies chroniques, on doit pouvoir bénéficier de visites à domicile qui n'existent quasiment plus. On doit avoir un hôpital à moins de 30 minutes de chez soi avec un service d'urgence ouvert 24 heures sur 24. On doit avoir une maternité à moins de 30 minutes de chez soi pour pouvoir accoucher dans de bonnes conditions. C'est de l'aménagement du territoire. Et pour cela, eh bien, il n'y a que le service public. Parce que maintenir un hôpital à Oloron-Sainte-Marie, par exemple, ou à Carhaix, eh bien, c'est une nécessité géographique et ça va coûter de l'argent. Mais dans la logique de rentabilité actuelle, que vous soyez à Carhaix ou à Paris, le financement de l'hôpital est le même, sur les mêmes critères, avec ce qu'on appelle la tarification à l'activité, c'est-à-dire les actes sont au même tarif. Ben non, maintenir un service d'urgence et de l'offre de soins à Carhaix, ça va coûter plus cher que de maintenir un hôpital à Paris ou à Lyon. Je vais jouer à l'avocat, donc non pas du diable quand même, mais du gouvernement ou autre. Il dit, mais vous savez, on a 3 000 milliards de dettes, où est-ce qu'on va trouver l'argent? C'est très bien, je comprends, nous aussi on est d'accord, mais est-ce que il s'agit d'argent mal dépensé, ça nous ramène à la politique en général. Est-ce que, par exemple, je vous pose la question, est-ce que vraiment on a besoin d'un tiers d'autorité d'ARS, d'administratif, alors que peut-être cet argent donné aux administratifs en partie pourrait être donné non, ça, c'est, vous savez, bon, l'administration, on en a besoin. On en a peut-être un petit peu trop, mais on en a besoin, l'administration. Non, écoutez, le problème... Alors on le trouve où, là? Et le problème, c'est la bascule entre les services publics et l'entreprise. Il y a 10% du PIB qui ont basculé des salaires vers les profits. Les aides aux entreprises, diverses et variées, c'est 200 milliards. Est-ce que ça a permis, effectivement, de développer l'activité économique, de réduire à quasiment rien le chômage? L'entreprise est créatrice d'emplois. Mais attendez, oui, mais créatrice d'emplois. Mais écoutez, nous sommes champions du monde des bénéfices et des dividendes versés aux actionnaires.
la question, c'est que si on donne un peu plus d'un côté, il y a moins de l'autre. Et ben peut-être qu'il faut un petit peu moins de bénéfices, un petit peu moins de bénéfices versés aux actionnaires et un petit peu plus pour les services publics. Alors dans les services publics, il y a deux choses. Oui, il faut plus d'argent pour la santé parce que la population vieillit, on a des progrès, mais on peut gagner de l'argent. On peut faire des économies si on a des mesures de réorganisation. Écoutez, ce système mixte public-privé, la médecine libérale, les dépassements d'honoraires, les assurances maladie complémentaires, tout ça, ça coûte très cher. Si on simplifiait le système, si c'était le service public dans le cadre de l'aménagement du territoire et un financement intégral par la sécurité sociale, collecteur unique de cotisations, payeur unique, on ferait beaucoup d'économies administratives. Voilà. Vous savez, je suis conseiller à la Caisse nationale d'assurance maladie. Toute cette logique financière, c'est une suradministration monstrueuse, voilà, simplement parce que on n'a pas simplifié. Eh bien, simplifions, mais effectivement, c'est des choix politiques. Monsieur Macron, aujourd'hui, n'est pas d'accord pour dire il faut plus de secteur privé lucratif dans le domaine de la santé et du médico-social. Il a permis l'ouverture de crèches, on a vu ce que ça donne. Il a favorisé le développement des EHPAD, on voit ce que ça donne. Il a favorisé l'ouverture de centres dentaires et ophtalmo, on voit ce que ça donne. Ça nécessite un débat avec la population. Et vous savez, je pense que, indépendamment des couleurs politiques, si on posait la question en référendum, que je vous ai énoncé tout à l'heure, je pense que vous avez lancé l'appel. Cette idée-là serait majoritaire. Et là, le Conseil constitutionnel et l'Europe, eh bien, il faudrait qu'ils prennent en compte le fait qu'en France, on veut un service public de santé pour retrouver cette première place qu'on avait dans le monde il y a 20 ans. Mais 20 ans de libéralisme a fait qu'aujourd'hui, on a un système de santé qui est à l'agonie. Et peut-être 20 ans à une Europe totalement, elle, ultra-libérale. Enfin, tout à fait. Conseil. Mais juste un mot. Donc vous, ce que vous dites, Christophe Prudhomme, c'est qu'il faut arrêter de considérer la santé comme une variable d'ajustement tout à fait. Vous savez, bon, il y a des choix à faire. Bon, on a fait le choix d'une loi pluriannuelle pour l'armée avec beaucoup d'argent. Bon, moi je veux bien, mais après, vous voyez, aujourd'hui, on est en retard sur beaucoup de services publics. Aujourd'hui, la santé, l'éducation, la prise en charge de la petite enfance, les transports. Oui, voilà. Donc, il arrive un moment donné, il faudra bien qu'il y ait un débat pour savoir où on met l'argent. Voilà, où on met l'argent de manière utile. Et ça serait bien que ce soit les citoyens qui décident. Et pas, vous voyez... Sans parler pour les 10 citoyens des hausses du prix alimentaire, de tout ce qui se passe aujourd'hui sur l'inflation, etc. Juste un moment, sur l'urgence quand même, est-ce qu'il n'y a pas eu cette espèce de vous savez, on va pas revenir au numerus clausus, mais est-ce qu'on n'a pas laissé effectivement s'effilocher tout cela, le personnel de santé, on a trop de médecins, etc. Mais bien sûr, mais vous savez, c'est une stratégie. C'est une stratégie décrite par les libéraux sur deux grands secteurs d'activité qui mobilisent essentiellement les fonds publics que sont l'éducation et la santé. Dès 1947, l'école de Chicago, la Trilatérale, Bilderberg, enfin, voilà, pour ceux qui connaissent, enfin, tout ce monde libéral a tout fait pour que ces deux secteurs d'activité basculent pour la partie qui peut être rentable vers le marché. On voit l'émergence effectivement d'universités privées, on a des cliniques privées, on a des EHPAD privés, on a des crèches privées. Voilà. Donc il y a qu'il n'y ait pas trop de bureaucratie d'un autre côté, franchement, Christophe. Non mais la bureaucratie, je renvoie vos auditeurs à un excellent ouvrage de David Graeber qui s'appelle justement La bureaucratie et qui explique que le libéralisme a créé une complexité administrative pour multiplier les sources de profit. Voilà. Et une bureaucratie pire que celle... Il y a une bureaucratie du profit, mais il y a une bureaucratie du libéralisme. Regardez, quand vous prenez une clinique privée, vous avez la partie soins, vous avez la partie des locaux, c'est une autre société, vous avez la partie gestion de l'hôtellerie, c'est une autre entreprise, voilà, et tout ça, écoutez, ces différentes entreprises, eh bien, chacune va vouloir faire des bénéfices, et donc on complexifie le système, on crée une suradministration pour multiplier les sources de profit. Alors ça paraît, vous voyez, très révolutionnaire ce que je dis, mais je conseille, vous voyez, la lecture aujourd'hui de la chronique de Stiglitz, professeur d'économie, dans les Échos, qui dit exactement ce que je dis là aujourd'hui. Il faut un contrôle parce que l'ultralibéralisme est en train de tuer la planète. En tout cas, en attendant, il y a des gens qui meurent qui ne devraient pas mourir, ou il y a des gens qui ne trouvent pas leur place aux urgences et ailleurs, et ça, c'est effectivement un problème. Merci, Christophe Prudhomme. Merci, Christophe Prudhomme. Je rappelle que vous êtes médecin urgentiste, porte-parole de l'Association des médecins urgentistes de France et conseiller régional apparenté LFI. On va se retrouver